Avez-vous déjà imaginé qu'on vous interdise d'assister au mariage de votre propre fils? Eh bien, cela m'est arrivé. Je m'appelle Solange Beaumont, j'ai 60 ans et j'habite à Paris, dans le charmant quartier de Montmartre. Pendant des années, j'ai consacré ma vie à mon fils unique, Laurent. J'ai travaillé dans 2 boulangeries pour m'assurer qu'il ait une bonne éducation, j'ai sacrifié mes propres rêves pour qu'il puisse réaliser les siens. Et comme récompense? J'ai été bannie de son mariage par une femme qui n'est rien d'autre qu'un imposteur. Tout a commencé il y a 2 ans, lorsque Laurent est arrivé chez moi avec une étincelle dans les yeux que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. C'était le début du printemps parisien et les fleurs commençaient à éclore sur les rebords des fenêtres de mon petit appartement. L'arôme des croissants fraîchement sortis du four remplissait la pièce, j'avais préparé ses favoris, comme je le faisais tous les dimanches. « Maman, je dois te dire quelque chose », dit-il alors qu'il était assis à la table de la cuisine, les yeux brillants comme il n'en avait pas vu depuis des années. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai souri, heureuse de le voir excité. Laurent a toujours été réservé, se consacrant à ses études puis a travaillé dans le célèbre cabinet d'architecture où il a obtenu un emploi après avoir obtenu son diplôme de la Sorbonne. À 32 ans, j'avais peu de relations sérieuses, ce qui, je l'avoue, m'inquiétait. Qui est-elle? Ai-je demandé en lui versant une tasse de café. Elle s'appelle Camille Moreau. Elle est chargée de relations publiques dans une galerie d'art du Marais. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement d'entreprise. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait la tasse. Je n'ai jamais rien ressenti de pareil, maman. Elle est incroyable. À ce moment-là, j'ai ressenti un pincement au cœur. Une intuition, peut-être? Ou simplement la peur naturelle d'une mère qui voit son fils amoureux? Quoi qu'il en soit, j'ai souri et lui ai serré la main. J'ai hâte de la rencontrer. La vérité est qu'après le décès prématuré de mon mari René, alors que Laurent n'avait que 8 ans, nous avons développé une complicité particulière. Je ne me suis jamais permis une autre relation, mon fils et son avenir étaient ma seule priorité. J'ai vendu notre maison en banlieue parisienne pour que nous puissions vivre plus près de la meilleure école dans laquelle je pourrais l'inscrire. Elle travaillait tôt le matin à la boulangerie, se reposait quelques heures puis se rendait au café où elle était serveuse jusqu'en fin d'après-midi. Le week-end, je faisais le ménage dans les maisons familiales de l'élégant 16e arrondissement. Tout pour que Laurent puisse avoir des opportunités que ni René ni moi n'avions. Les gens me disaient souvent que je gâtais mon fils, que j'avais besoin de vivre ma propre vie. Mais comment leur expliquer que Laurent était ma vie? Que chacune de ses réalisations était aussi la mienne? Que ton sourire était le seul soleil dont j'avais besoin pour avancer? Lorsqu'il a commencé l'université, j'ai vendu le seul objet de valeur qui me restait, un ensemble de bijoux ayant appartenu à ma grand-mère. Laurent ne l'a jamais su. Je lui ai dit que j'avais reçu un héritage inattendu d'une tante éloignée. Je ne voulais pas qu'il se sente comme un fardeau. Il ne l'a jamais été. Tu as toujours été ma lumière, mon espoir, ma raison de me lever chaque matin, même les jours les plus sombres. Alors, quand je l'ai vu si heureux parler de cette Camille, j'ai ravalé mes peurs et me suis permis de rêver d'un avenir où mon fils aurait sa propre famille, et où je serais la grand-mère qui raconterait des histoires à ses petits-enfants les dimanches ensoleillés. 3 semaines plus tard, Laurent l'a amené chez moi pour le dîner. J'avais préparé du coq au vin, une recette familiale que je gardais pour les occasions spéciales, et ouvert une bouteille de Bordeaux que je gardais depuis des années. J'ai passé toute la journée à nettoyer chaque recoin de mon petit appartement, à changer les rideaux, à placer des fleurs fraîches au centre de la table et à enfiler ma plus belle tenue, une robe bleu marine que je réservais pour les occasions spéciales. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais que Camille m'apprécie, qu'elle voie en moi non seulement une belle-mère, mais peut-être une amie, une seconde mère. Après tout, si Laurent l'aimait, je l'aimerais aussi. Quand la sonnette a retenti à 19h précises, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai coiffé une dernière fois devant le miroir. Soyez gentil, soyez accueillant, me répétais-je, comme un mantra. Laurent entra le premier, puis elle. Camille Moreau, grande, mince,
avec des cheveux bruns parfaitement coiffés et une robe noire qui semblait coûter plus cher que mes 3 mois de loyer. Il avait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids, calculateur, évaluant chaque centimètre carré de mon modeste appartement. « Enchantée, madame », dit-elle en tendant la main aux ongles parfaitement manucurés. Sa voix était mélodieuse, mais il y avait là quelque chose d'artificiel. « Laurent parle beaucoup de vous, madame. » Sa main était froide au toucher et elle la retira rapidement, comme si elle craignait une sorte de contamination. Je n'ai apporté ni fleurs, ni vin, ni aucun autre cadeau, ce qui, dans la culture française, serait considéré comme impoli lors d'une première visite chez quelqu'un. « C'est avec plaisir, Camille, répondis-je en gardant mon sourire. Laurent ne parle que de toi. » Mon fils a souri fièrement et a enroulé son bras autour de sa taille. « N'en fais pas trop, maman. » Il regardait Camille avec adoration. « N'est-ce pas merveilleux que vous vous soyez enfin rencontrés ? » Pendant le dîner, j'ai essayé d'entamer plusieurs conversations. J'ai posé des questions sur sa famille. Mes parents sont des gens très occupés, ils vivent à Cannes, ses études, j'ai étudié le marketing et les arts à Londres, mais ça n'a plus vraiment d'importance maintenant, n'est-ce pas, ses loisirs, j'apprécie le bon art et la bonne compagnie. Des choses simples, vous savez ? À chaque réponse vague, mon malaise augmentait. Elle me regardait rarement directement, et quand elle le faisait, c'était avec une sorte de condescendance qui me rappelait les madames qu'elle nettoyait il y a des années. Cette nuit-là, je l'ai vue toucher à peine la nourriture que j'avais passé des heures à préparer. Comme ses yeux ne s'illuminèrent que lorsque Laurent évoqua son travail dans l'entreprise, son récent salaire, l'appartement qu'il comptait acheter dans le 16e arrondissement. J'ai remarqué qu'elle vérifiait constamment son téléphone portable, cachant l'écran à son approche. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le regard qu'elle m'a lancé lorsque Laurent est allé chercher le dessert à la cuisine. Un regard de dédain, presque de pitié. « Ça doit être dur de vivre seule dans cet endroit », a-t-elle commenté, ses yeux parcourant mes murs décorés de vieilles photos et de modestes souvenirs. « Après que Laurent et moi nous serons mariés, nous pourrons peut-être trouver quelque chose de mieux pour toi. » Mariage ? Mon fils ne l'avait même pas mentionné. J'ai senti mon cœur se serrer. « Cet endroit est ma maison depuis 20 ans, mademoiselle Moreau, répondis-je en essayant de garder mon sang-froid. Il a bien plus de valeur pour moi que n'importe quel appartement de luxe. Elle haussa nonchalamment les épaules. Une question de goût, je suppose. Ou de manque de goût. Avant que j'aie pu répondre, Laurent est revenu avec la tarte tatin que j'avais préparée, le visage rayonnant. Il avait l'air si heureux, si radieux à côté d'elle. Comment pourrais-je lui enlever cela ? J'ai juste souri et retenu les larmes qui menaçaient de couler. « Tu as une mère adorable », dit-elle à Laurent au moment de partir, en m'embrassant sur les 2 joues avec une fausse affection. « Nous devons nous voir plus souvent. » Lorsque la porte s'est fermée, je me suis retrouvée à regarder l'espace vide où se trouvait mon fils quelques instants auparavant. Quelque chose en moi disait que quelque chose n'allait pas. Très faux. Mais que pourrais-tu faire ? Laurent était clairement amoureux. Qui étais-je pour interférer avec leur bonheur ? Les jours suivants se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Laurent appelait de moins en moins. Nos déjeuners dominicaux, tradition sacrée depuis qu'il était petit, étaient annulés les uns après les autres, toujours avec des excuses liées à Camille. Elle organise un événement important. Nous allons rendre visite à ses amis à Lyon. Camille nous a réservé une dégustation spéciale. Mais au cours des 6 mois suivants, je n'ai vu mon fils que 3 fois. Il était occupé, a-t-il déclaré. Camille organise un événement important. Nous recherchons un appartement plus grand. Nous avons passé le week-end dans la maison de campagne de ses parents en Provence. À chacune de ces rares rencontres, j'ai remarqué de subtils changements chez Laurent. Sa garde-robe, autrefois simple et pratique, comprenait désormais des marques chères. Son langage corporel était différent, plus rigide, plus formel, comme s'il était toujours en entretien. Et lorsqu'il parlait, il répétait des phrases qui n'étaient visiblement pas les siennes. Nous devons conserver certaines apparences sociales, maman.
Certaines connexions sont essentielles à l'avancement professionnel. Le bon goût est un investissement, pas une dépense. Les phrases de Camille, sans aucun doute. Pour son anniversaire, j'ai organisé un petit dîner à la maison, comme nous le faisions chaque année. J'ai invité ses 2 plus vieux amis, acheté son vin préféré, préparé du bœuf bourguignon, son plat préféré. J'ai commandé un gâteau à la boulangerie où nous fêtions ses anniversaires depuis l'enfance. Il est arrivé avec 1 heure de retard, sans Camille. Elle avait un rendez-vous qui ne pouvait être reporté, n'est resté qu'une 40aine de minutes et est reparti avant même qu'on ait coupé le gâteau, après avoir reçu un message sur son portable. « Désolé, maman, c'est une urgence », dit-il en m'embrassant rapidement sur le front. « Camille a besoin de moi. » Ses amis échangèrent des regards inquiets après son départ. Marc, l'ami de Laurent depuis l'école primaire, a posé sa main sur mon épaule. « Il ne va pas bien, Madame Beaumont », dit-il doucement. Je ne reconnais plus mon ami. La distance s'est accrue. Les appels ont diminué. Et quand mon anniversaire est arrivé en octobre, je n'ai reçu qu'un message précipité et des fleurs envoyées par service de livraison, ce que Laurent n'aurait jamais fait auparavant. Il a toujours fêté mon anniversaire avec moi, depuis que son père nous a quittés alors qu'il n'avait que 8 ans. Je me suis retrouvée à pleurer seule dans mon petit appartement ce soir-là, en regardant une photo de Laurent enfant. Qu'était-il arrivé à mon garçon? Où était ce jeune homme gentil et attentionné qui se souciait plus des autres que de lui-même? 2 semaines plus tard, Laurent m'appelle, la voix pleine d'enthousiasme. « Maman, j'ai demandé à Camille en mariage hier soir. Elle a dit oui. » Je me suis forcée à avoir l'air heureux, à le féliciter, à lui demander des détails. Le restaurant 3 étoiles Michelin où il l'a emmené. La bague en diamant qui n'a coûté que 3 mois de son salaire. Sa réaction émotionnelle. Nous réfléchissons à une cérémonie au printemps, a-t-il poursuivi. À l'église Saint-Germain-des-Prés, ce sera quelque chose d'intime, juste de la famille proche et quelques amis choisis. Ça a l'air merveilleux, mon fils, répondis-je, luttant contre la boule dans ma gorge. Je ne peux pas attendre. Oh et maman, ajouta-t-il comme s'il s'agissait d'un détail sans importance, Camille aimerait que tu portes quelque chose d'élégant pour l'occasion. Elle m'a suggéré de te donner de l'argent pour acheter une nouvelle robe. Tu sais à quel point elle se soucie de l'apparence de tout. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. L'idée que ma présence au mariage de mon fils unique était considérée comme un embarras potentiel, quelque chose à habiller avec une nouvelle robe, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est alors que j'ai décidé d'agir. Si mon fils était aveugle, je devrais lui ouvrir les yeux. Chers auditeurs, je viens de partager le début de cette histoire qui a changé ma vie. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai découvert ensuite? La vérité sur Camille était encore plus choquante que je ne le pensais. Dans le prochain chapitre, je révélerai une conversation que j'ai entendue, des mots qui m'ont glacé le sang et m'ont fait prendre la décision la plus difficile de ma vie. Si vous avez déjà eu une forte intuition à propos de quelqu'un qui est entré dans la vie de votre famille, vous comprendrez exactement ce que j'ai ressenti. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer le déroulement de cette histoire. Je vous promets que le résultat vous surprendra autant qu'il m'a surpris. L'hiver parisien arriva cette année-là avec une cruauté particulière. La neige tombait impitoyablement tandis que je traversais le quartier latin, mon vieux manteau me protégeant à peine du froid mordant. J'avais prévu un déjeuner avec mon amie de longue date, Françoise, qui travaillait comme assistante administrative dans la même galerie d'art où Camille était chargée de relations publiques. Françoise et moi nous sommes rencontrés il y a plus de 30 ans, alors que nous travaillions ensemble dans la boulangerie près de la Bastille. Elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles après la mort de René, m'apportant à manger alors que j'avais à peine l'énergie de cuisiner, prenant soin de Laurent lorsque je devais faire des heures supplémentaires. Elle était plus qu'une amie, elle était pratiquement une sœur. Elle connaissait toute mon histoire, tout mon sacrifice pour Laurent. Et c'est elle qui m'avait appelé une semaine auparavant, d'une voix tremblante. « Solange, il faut qu'on parle, dit-elle. Il s'agit de la petite amie de Laurent.
Le ton de sa voix m'a immédiatement alarmé. Françoise n'était pas du genre à s'immiscer dans la vie des autres. Si elle m'appelait avec autant d'urgence, c'était qu'il se passait quelque chose de grave. Le café choisi par Françoise était petit et cosy, avec d'immenses fenêtres embuées par le contraste entre le froid extérieur et la chaleur intérieure. Elle était déjà là quand je suis arrivé, ses mains nerveusement enroulées autour d'une tasse de café. « Merci d'être venu par ce temps », dit-elle alors que je m'asseyais et retirais mon écharpe mouillée par la neige. « J'ai longtemps hésité avant de t'appeler, mais je ne pouvais pas rester silencieux. » Mon cœur se serra. « Que s'est-il passé, Françoise ?» Elle regarda ses mains, puis son café, comme si elle puisait sa force dans le liquide sombre. « Tu te souviens quand je t'ai dit que Camille avait été embauchée il y a environ 4 ans ? Qu'elle était considérée comme un prodige en relations publiques, parvenant à attirer de riches collectionneurs à la galerie comme personne auparavant ? » J'acquiesçai, me rappelant vaguement la conversation que nous avions eue lorsque Laurent avait mentionné Camille pour la première fois. « Eh bien, continua-t-elle en baissant encore plus la voix, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Quelque chose que je n'ai appris que récemment, lorsque l'ancienne assistante du réalisateur, Marianne, est revenue visiter la galerie. » Françoise soupira en regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être entendue. « Camille n'est pas celle que Laurent croit. À la galerie, tout le monde le sait, elle est en couple avec Julien Mercier, le galeriste. Un homme marié, de 20 ans de plus qu'elle. » J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. Une liaison ? Plus que ça. Ils sont ensemble depuis 3 ans. Il lui offre des bijoux, des vêtements chers, des voyages. Et elle, eh bien, elle s'assure que ses œuvres se vendent à des prix exorbitants. C'est un accord entre eux. Françoise a bu une gorgée de café, me laissant le temps d'assimiler l'information. « Vous saviez, murmurai-je, non pas comme une accusation, mais comme une observation. » Elle baissa les yeux, embarrassée. Je m'en doutais. Mais Marianne a tout confirmé. Elle a quitté la galerie parce qu'elle ne supportait plus d'être complice, voyant comment Julien trahissait non seulement sa femme, mais aussi ses clients, vendant des œuvres d'art médiocres à des prix astronomiques à travers le charme de Camille. Mais qu'en est-il de Laurent ? Pourquoi est-elle avec mon fils ? Françoise hésita, ses yeux révélant la cruauté de la vérité qu'elle s'apprêtait à partager. Julien est fauché, Solange. Sa galerie est au bord de la faillite et sa femme menace de divorcer si elle découvre l'affaire. Camille a besoin d'un plan B. Et Laurent, eh bien, il a un avenir prometteur dans l'architecture, il vient d'être promu, et d'après ce qu'elle a découvert, il a hérité de son père à Bordeaux cette petite propriété. La réalité m'a frappé comme une gifle. Mon fils était utilisé. Manipulé par une femme qui ne voyait en lui qu'une sécurité financière, un refuge lorsque son amant ne pouvait plus la soutenir. J'ai pensé à tous les changements survenus chez Laurent ces derniers mois. Comment Camille s'interrogeait toujours sur sa carrière, son salaire, ses perspectives de promotion. Comment elle lui a proposé d'investir dans la rénovation de l'appartement bordelais pour augmenter la valeur de son patrimoine. Comment en es-tu sûre, Françoise ? Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe marron, la faisant glisser sur la table vers moi. Je ne voulais pas non plus y croire. J'ai pensé à 1000 explications alternatives, à des coïncidences, à des malentendus, mais la vérité est plus simple et plus cruelle. Je les ai vus, Solange. Au vernissage d'une exposition le mois dernier, alors que Laurent était en déplacement professionnel à Lyon. J'ai pris ses photos. En serrant la main, j'ai ouvert l'enveloppe. Les photos montraient Camille dans les bras d'un homme plus âgé, partageant des baisers passionnés dans un coin sombre de la galerie. Dans une autre, ils sont sortis ensemble par une porte arrière, les mains jointes. Dans une troisième, ils étaient assis dans un restaurant luxueux, trinquant avec du champagne, le visage proche, intime, amoureux. Regardez la date, Françoise montra le cachet numérique dans le coin de la photo. C'était la semaine dernière. 3 jours après que Laurent ait annoncé leur fiançailles. J'avais la nausée.
La femme sur les photos avec son sourire sincère, ses yeux pétillants et son langage corporel détendu semblait être une personne complètement différente de la Camille froide et calculatrice que je connaissais. Et il y a plus, a poursuivi Françoise, alors que je regardais les images avec incrédulité. Je l'ai entendue au téléphone la semaine dernière, parler avec Julien. Elle a dit qu'elle avait eu ce qu'elle voulait, que Laurent avait proposé et que la bague de fiançailles coûtait une fortune. Elle a ri, Solange. Elle a ri et a dit que ton plan fonctionnait parfaitement. Et combien de temps durerait ce mariage? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. D'après ce que j'ai compris de la conversation, assez longtemps pour qu'elle puisse sécuriser une partie de ses biens. 1 an ou 2, peut-être. Assez longtemps pour que cela ne paraisse pas suspect. Des larmes chaudes coulaient sur mon visage ridé. J'ai pensé à toutes les nuits que j'ai passées éveillée pour que Laurent puisse avoir le meilleur. Dans les 3 emplois simultanés que j'ai occupés pour payer mes études universitaires. Dans la promesse que j'ai faite à mon défunt mari de prendre soin de notre fils jusqu'à mon dernier souffle. Le mariage est prévu dans 3 mois, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Françoise. Dans l'église Saint-Germain-des-Prés, Laurent est si heureux. Françoise a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Tu dois lui dire, Solange. Avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il ne me croit pas? Vous avez vu à quel point, il est enchanté par elle. Elle soupira. C'est une possibilité. Mais au moins tu auras essayé. Et s'il découvre la vérité par lui-même, il saura que tu as essayé de le protéger. Ce jour-là, alors que je quittais le café et marchais dans la neige qui tombait, je me sentais plus âgé et plus fatigué que jamais. Le poids du savoir ajouté au froid de l'hiver parisien formait une combinaison presque insupportable. Que ferais-je? Comment pourrais-je dire à mon fils unique que la femme qu'il aimait l'utilisait? Que son rêve d'amour et de famille n'était en réalité qu'un cruel canular? Ce soir-là, assis seul dans mon petit appartement, regardant les photos que Françoise m'avait données, j'ai pris ma décision. Même si je savais que la vérité pourrait dévaster mon fils, le silence serait une trahison encore plus grande. Le lendemain, j'ai appelé Laurent plusieurs fois. Ils sont tous allés sur la messagerie vocale. J'ai envoyé des messages restés sans réponse. J'ai envoyé un email qui, selon confirmation automatique, a été lu, mais n'a reçu aucune réponse. Finalement, j'ai pris le métro jusqu'à son appartement du 11e arrondissement. Quand je suis arrivé, le portier m'a informé que Laurent était venu à Bordeaux pour le travail et qu'il serait de retour dans 2 jours. Jean-Pierre était un homme âgé qui connaissait Laurent depuis son emménagement dans l'immeuble il y a 5 ans. Toujours gentil, il gardait souvent des colis pour mon fils lorsqu'il n'était pas là et me parlait lors de mes visites. J'ai tellement insisté pour que l'homme, compatissant, me laisse entrer pour laisser un mot. C'est un bon garçon, ton fils, dit Jean-Pierre. Mais sa petite amie, ne me salue jamais, tu sais. Ma mère a dit que si tu veux vraiment connaître quelqu'un, regarde comment il traite ses employés. J'ai dû l'accepter en silence. Camille traitait tous ceux qu'elle considérait comme inférieurs, avec le même dédain qu'elle me réservait. À l'appartement, j'ai laissé un simple mot demandant à Laurent de m'appeler dès son retour, c'était urgent. Je partais quand j'ai entendu des voix dans le couloir. L'un d'eux, sans équivoque, était celui de Camille. Par instinct, je me suis caché dans les escaliers de service. La porte de l'appartement s'est ouverte et Camille est entrée, accompagnée non pas de mon fils, mais d'un homme d'âge moyen, élégamment vêtu d'un pardessus coûteux. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Je retins mon souffle, ma main couvrant ma bouche pour arrêter tout son. Juste quelques heures, entendis-je dire Camille. Laurent ne reviendra que après-demain. L'homme, qui ne pouvait être que Julien Mercier, l'attira pour l'embrasser. Je n'en peux plus, mon amour. Quand va-t-on dire la vérité? Ma femme est déjà au courant pour nous, le divorce est en cours. Patience, chérie, répondit-elle d'une voix mielleuse. J'épouse Laurent dans 3 mois, nous sécurisons l'appartement et cette propriété à Bordeaux, et puis, quand tout sera à mon nom, nous pourrons officialiser notre amour. Et s'il le découvre en premier?
Camille rit, un rire froid qui me glaça le sang. Laurent? Cet idiot est complètement amoureux. Il croit tout ce que je dis. Et sa mère? Une vieille femme pathétique qui croit avoir encore une certaine importance dans la vie de son fils. Bientôt, je me débarrasserai d'elle pour de bon. Tu es cruel, mon amour, dit Julien, mais son ton suggérait plus d'admiration que de reproche. Entraînez-vous, corrigea-t-elle. Entraînez-vous simplement. Cette vieille femme a été une nuisance depuis le début. Elle me regarde toujours avec cette expression suspicieuse, pose des questions, essaie de passer plus de temps avec mon fiancé qu'il n'est acceptable. Et qu'as-tu dit à Laurent pour l'éloigner? Camille eut un petit rire. Il a dit qu'elle m'avait insulté, qu'elle remettait en question mon caractère et ma sincérité. Et vous savez ce qui est drôle? Il l'a cru tout de suite. Il a dit qu'elle était toujours possessive, qu'elle voulait toujours contrôler sa vie. Qu'il était temps de fixer des limites claires. Et le mariage? Elle n'est pas invitée, bien sûr. J'ai dit à Laurent que sa présence me mettrait mal à l'aise, que cela gâcherait le plus beau jour de ma vie. Le pauvre était dévasté, mais il comprenait mon point de vue. Après tout, qui choisirait la mère autoritaire plutôt que la mariée parfaite? La porte de l'appartement se referma, étouffant le reste de la conversation. Là, seul dans les escaliers froids, j'ai pleuré silencieusement alors que mon monde s'effondrait. Mon fils était sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie et j'étais la seule personne à pouvoir l'arrêter. Mais comment? Laurent croyait clairement au mensonge de Camille. Elle avait empoisonné son esprit contre moi, utilisant mon amour comme une arme. J'ai attendu plus d'1 heure dans l'escalier de service, jusqu'à être sûr que Camille et Julien ne partiraient pas à l'improviste. Quand j'ai finalement quitté le bâtiment, Jean-Pierre a remarqué que mes yeux étaient rouges à force de pleurer. « Madame Beaumont? Est-ce que tout va bien ?» J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres tremblaient. « Juste le froid, Jean-Pierre. Juste le froid. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, j'ai commencé à enquêter sur Camille Moreau. Françoise m'a aidé, grâce à ses contacts à la galerie, à en savoir plus sur le parcours de la fiancée de mon fils. Ce que nous avons découvert était inquiétant. Camille n'est pas issue d'une famille aisée de Cannes, comme elle le prétend. Elle est née et a grandi dans une banlieue modeste de Lyon, fille d'un mécanicien et d'un caissier de supermarché. Il n'avait pas étudié à Londres, son diplôme en marketing provenait d'une université locale moins prestigieuse. Plus alarmant encore, Laurent n'était pas sa première cible. 2 ans plus tôt, elle avait été fiancée à un banquier de 40 ans, qui avait brusquement mis fin à leur relation après avoir découvert qu'elle le trompait avec un client fortuné. Il y a également eu un bref mariage avec un homme d'affaires âgé, qui s'est soldé par un divorce au bout de 8 mois seulement, avec des allégations d'infidélité et de tentatives de détournement de fonds. Camille Moreau était en réalité un prédateur. Une femme qui utilisait sa beauté et son intelligence pour manipuler des hommes riches ou prometteurs, en leur extrayant le plus possible avant de passer à sa prochaine victime. Et mon Laurent ne serait qu'un autre sur la liste. 3 jours plus tard, je retrouve Laurent dans un café près du jardin du Luxembourg. Il avait finalement répondu à mon appel, prétendant être occupé avec les préparatifs du mariage. Sa voix au téléphone était distante, presque formelle comme s'il parlait à une connaissance et non à sa mère. Je suis arrivé tôt au café et j'ai choisi une table au fond, à l'abri des oreilles indiscrètes. Mon estomac était noué et mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la tasse de café. Lorsque Laurent est entré, j'ai immédiatement remarqué les changements. Il était plus mince, avec de profondes cernes sous les yeux. La tenue, bien que chère, semblait trop grande pour son corps. Son visage, toujours joyeux auparavant, montrait des lignes de tension que je n'avais jamais vues auparavant. « Maman, c'est bon de te voir », dit-il en me serrant dans ses bras. L'étreinte fut rapide et formelle. Je suis désolé de ne pas avoir répondu à vos appels. Bordeaux était fou, et puis Camille a organisé un dîner surprise à mon retour. Laurent, ai-je commencé, la voix tremblante. Il faut qu'on parle de Camille.
Son sourire s'effaça. Que s'est-il passé? Vous vous êtes battu? Non, mon fils. Il s'agit de qui elle est vraiment. Je lui ai tout dit. J'ai montré les photos. J'ai partagé ce que Françoise avait découvert sur son passé. Je répétais mot pour mot ce que j'avais entendu dans son appartement. Pendant tout ce temps, j'ai vu son visage passer de la confusion à la colère, puis à une profonde douleur et enfin au déni. C'est absurde, dit-il en me repoussant les photos. Ces photos ne prouvent rien. C'est juste Camille avec son patron, dans une situation que vous interprétez mal. Et cette conversation que vous dites avoir entendue? Vous vous êtes probablement trompé. Laurent, s'il te plaît. J'ai essayé de lui prendre la main, mais il l'a retirée. Quant à son supposé passé? Calomnie. Probablement inventé par des gens jaloux, comme... Il s'est arrêté, mais le mal était fait. Comme moi. Comme moi? Ai-je ajouté, ayant l'impression d'avoir été giflé. Passer devant le pont des Arts m'a toujours rappelé des souvenirs. C'est là que René m'a demandé de l'épouser, il y a presque 40 ans. C'est là que nous nous sommes promenés avec bébé Laurent faisant ses premiers pas. Et c'est là que je rencontrais désormais régulièrement Elisabeth Mercier pour planifier comment sauver nos hommes d'un prédateur. La clé, c'est la synchronisation, explique Elisabeth alors que nous partageons un banc avec vue sur la Seine. Elle était impeccablement habillée, comme toujours, dans un ensemble Chanel qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Nous devons les rassembler, à un moment où ils ne peuvent pas nier la vérité. Notre plan était simple en théorie mais complexe dans son exécution. Nous avions prévu de mettre en valeur Camille et Julien lors de la réception de mariage, un moment où toutes les personnes impliquées seraient présentes, y compris des invités influents dont les opinions comptaient à la fois pour Julien et Laurent. Le problème? J'ai été bannie du mariage. Ce n'est qu'un obstacle mineur, dit Elisabeth d'un geste nonchalant de la main. Je connais le gérant du Bristol, où aura lieu la réception. Il me doit quelques faveurs. Mais même si j'arrive à entrer, Laurent me mettra dehors dès qu'il me verra. Pas si vous avez quelque chose, ou quelqu'un, qui rend impossible son expulsion. Les jours qui ont suivi ont été riches en émotions. Pendant qu'Elisabeth mobilisait ses contacts, et son argent, pour sécuriser notre entrée à la réception et l'accès aux informations privilégiées, je luttais contre la culpabilité et le doute. Avons-nous vraiment fait la bonne chose? Ne vaudrait-il pas mieux laisser Laurent découvrir la vérité par lui-même un jour? Mais ensuite je me suis souvenu des paroles de Camille à propos de mon fils, cet idiot, et de la façon froide dont elle envisageait d'utiliser et de se débarrasser de Laurent une fois qu'elle aurait obtenu ce qu'elle voulait. Non, je ne pouvais pas permettre ça. Une semaine avant le mariage, Elisabeth m'a invité dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. C'était une splendide propriété, avec des jardins luxuriants et une vue imprenable sur Paris. Je ne me sentais pas à ma place là-bas, dans ma robe simple et mes chaussures usées, mais elle me traitait comme une égale, deux mères luttant pour le bien-être de leurs enfants, quoique de manière différente. J'ai reçu ça aujourd'hui, a-t-elle dit en me montrant un email imprimé. C'était Julien qui implorait la réconciliation. Il dit qu'il a fait une erreur, que Camille est du passé, qu'il veut sauver notre mariage, point. Et tu le crois? Elle rit, un rire sec et sans humour. Bien sûr que non. Mon enquêteur m'a confirmé qu'ils se sont rencontrés hier, dans l'appartement qu'ils gardent secrètement à proximité de la galerie. Julien est désespéré car je suis sur le point de récupérer 60% de tout dans la scission, y compris la galerie. Pourquoi tu me montres ça? Parce que je veux que tu comprennes à qui nous avons affaire. Julien, comme son fils, est aveugle. Il croit sincèrement qu'il peut garder Camille comme amante, se réconcilier avec moi pour sauver ses biens, et que tout ira bien. Les hommes? Elle secoua la tête. Si intelligent dans certaines choses, si absurdement stupide dans d'autres. Cet après-midi-là, Elisabeth m'a présenté la troisième personne de notre complot, Victor Lemoine, un séduisant jeune homme de 35 ans, au regard perçant et au charmant sourire qui semblait réservé exclusivement à Elisabeth.
Victor travaille pour moi, a-t-elle expliqué. C'est mon consultant en sécurité. Au regard qu'ils échangèrent, je me doutais que la sécurité n'était pas la seule chose qu'il consultait, mais j'ai gardé cette observation pour moi. Victor surveille Camille et Julien depuis quelques semaines, a poursuivi Elisabeth. Et il a découvert quelque chose de très intéressant. Quelque chose qui rendra notre plan encore plus efficace. Qu'est-ce que ce serait ? Ai-je demandé alors que Victor ouvrait son ordinateur portable et montrait plusieurs photos. Camille ne trompe pas seulement votre fils et mon mari, expliqua-t-il d'une voix grave et mélodieuse. Elle a un troisième homme dans le mix. Quelqu'un qui, selon toutes les indications, est son véritable amour. Les photos montraient Camille serrant dans ses bras un homme grand et athlétique aux cheveux noirs et aux traits frappants. Ils étaient sur une plage déserte, loin de Paris, visiblement détendus et amoureux. Sur l'une des images, il l'embrassait avec une intensité que je n'ai jamais vue sur des photos d'elle avec Julien ou Laurent. Qui est-il ? Ai-je demandé, fasciné par cette nouvelle tournure. Thomas Durand, répondit Victor. Ancien mannequin, aujourd'hui photographe. A grandi dans le même quartier que Camille à Lyon. D'après ce que j'ai découvert, ils se connaissent depuis l'adolescence et entretiennent une relation intermittente depuis des années. Mais... J'ai hésité, confuse. Si elle l'aime, pourquoi est-elle avec Laurent et Julien ? Elisabeth sourit amèrement. Parce que Thomas est beau et passionné, mais pauvre comme une souris d'église. Il ne peut pas donner à Camille le style de vie qu'elle souhaite. Exactement, confirma Victor. Ces 3 dernières années, alors qu'elle était avec Julien, Camille a envoyé plus de 200 000 € à Thomas. Elle a payé son appartement à Marseille, une nouvelle voiture, voire une exposition de photographie qui a été un désastre financier. Et il a accepté l'argent, sachant d'où il venait ? Victor haussa les épaules. L'amour est compliqué, madame. Certaines personnes acceptent des arrangements que d'autres trouveraient inacceptables. Je suis resté silencieux, traitant cette nouvelle information. D'une certaine manière, cela rendait Camille presque humaine à mes yeux, une femme capable d'aimer vraiment quelqu'un, même si ses actions étaient moralement discutables. Mais cela a aussi confirmé son caractère manipulateur et gourmand. Et en quoi cela nous aide-t-il ? J'ai finalement demandé. Elisabeth et Victor échangèrent un regard. Thomas est furieux, a-t-elle expliqué. Camille a promis qu'elle romprait avec Julien et resterait avec lui. Au lieu de cela, elle est sur le point d'épouser son fils. Est-ce qu'il est au courant du mariage ? Maintenant tu sais, dit Victor avec un sourire énigmatique. J'ai reçu un appel intéressant ce matin. Il semble que Monsieur Durand soit aussi intéressé que nous à arrêter ce mariage. Et c'est ainsi que Thomas Durand s'est joint à notre conspiration. Dans les jours qui ont précédé le mariage, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour peaufiner notre plan. Thomas était différent de ce que j'imaginais, non seulement attirant physiquement, mais aussi intelligent et articulé. Il m'a raconté comment il a rencontré Camille quand ils avaient tous les deux 16 ans, comment ils sont tombés amoureux et comment leurs carrières les ont séparés à plusieurs reprises. Elle revient toujours vers moi, dit-il avec une confiance qui confine à l'arrogance. Mais cette fois, c'est aller trop loin. Utiliser ces hommes pour de l'argent est une chose, pardonnez ma franchise, madame, mais le mariage ? Cela, je ne peux pas l'accepter. À l'approche du grand jour, chacun de nous a joué son rôle avec précision. Elisabeth, usant de son influence, a fait en sorte que le gérant du Bristol perde, accidentellement, la liste des invités interdits que Camille lui avait fournie en gros, juste mon nom. Victor, grâce à ses compétences de consultant en sécurité, a eu accès aux caméras de sécurité de l'hôtel et à la sonorisation de la salle de bal. Et Thomas, eh bien, Thomas avait le rôle le plus important de tous. La veille du mariage, alors que nous vérifions les derniers détails dans un café discret près de l'opéra, j'ai senti une boule au ventre. Et si Laurent ne me pardonne jamais ça ? J'ai demandé à Elisabeth, qui était assise à côté de moi. Et si, en dénonçant Camille, je le perdais à jamais ?
Elle me serra la main avec une tendresse surprenante pour quelqu'un d'habitude si froid. Madame Beaumont. Solange. Il y a des moments dans la vie où nous devons choisir entre être aimés et faire ce qui est bien. En tant que mère, nous choisissons souvent cette dernière solution, même si cela signifie que nos enfants nous détestent temporairement. Mais est-ce que ça vaut le coup? Elle regardait par la fenêtre du café la rue parisienne animée. Un jour, ma mère m'a empêché d'épouser un homme que je pensais être l'amour de ma vie. J'ai découvert des années plus tard qu'il s'agissait d'un escroc qui avait ruiné 3 femmes avant moi. Il m'a fallu du temps pour lui pardonner. Mais quand je l'ai fait, notre relation est devenue plus forte que jamais. Ces paroles m'ont réconforté, même si l'anxiété persistait. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir. Je restais allongé là, regardant le plafond, pensant à tous les moments que j'avais partagés avec Laurent. Votre premier jour d'école. La première fois qu'il a fait du vélo sans roue d'entraînement. Diplôme à la Sorbonne. Des moments qu'il pourrait oublier, mais qui sont restés gravés à jamais dans mon cœur. Le matin, je m'habillais de mon plus bel ensemble, une robe gris perle que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, au cas où le miracle se produirait et que Laurent m'inviterait à nouveau au mariage. J'ai attaché mes cheveux en un chignon élégant, me suis maquillée légèrement et j'ai mis le collier de perles que René m'avait offert pour notre 10e anniversaire de mariage. Dans le miroir, j'ai vu non seulement une mère déterminée à sauver son fils, mais une femme qui, à 60 ans, avait encore la force de se battre pour ce en quoi elle croyait. Pendant un bref instant, je me suis sentie fière de cette femme. Mon téléphone a sonné. C'était Elisabeth. « Es-tu prêt ?» Sa voix était calme et contrôlée. « Oui », répondis-je, même si je n'étais pas sûre d'être un jour vraiment prêt pour ce que j'allais faire. « Rappelez-vous », dit-elle. « Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de sauver les personnes que nous aimons d'un avenir de douleur. » En me répétant ces mots comme un mantra, j'ai attrapé mon sac et je suis partie affronter le jour qui allait changer à jamais la vie de nombreuses personnes, en particulier la mienne et celle de mon fils bien-aimé. La cérémonie à l'église Saint-Germain-des-Prés était prévue à 14 heures. Notre plan n'incluait pas de l'interrompre, ce serait inutilement dramatique et pourrait facilement être arrêté. La véritable opportunité viendrait à la réception, où nous aurions plus de contrôle sur la situation. Malgré cela, je n'ai pas pu résister à la tentation d'observer de loin. Je me suis positionné de l'autre côté de la place, partiellement caché par un arbre, alors que les invités élégants entraient dans l'église historique. J'ai vu arriver Julien Mercier, l'air tendu dans son costume coûteux, visiblement mal à l'aise avec la situation. Elisabeth, comme prévu, n'a pas assisté à la cérémonie, sa présence serait réservée au moment le plus marquant. Et puis, Laurent est arrivé. Mon fils, si beau dans son costume sombre, avait l'air à la fois heureux et nerveux. J'ai remarqué que j'avais perdu plus de poids et que les cernes sous mes yeux persistaient. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, un détail que seule une mère pouvait remarquer. J'ai combattu l'envie de courir vers lui, de tout arrêter à ce moment-là. Mais je savais que ça ne marcherait pas. Il avait besoin de voir par lui-même. Il avait besoin de la vérité incontestable, présentée de telle manière qu'il ne puisse la nier. 20 minutes plus tard, la mariée est arrivée, superbe dans une robe blanche Dior dont Françoise m'avait dit qu'elle coûtait une fortune, payée par Julien et non par Laurent, même si mon fils pensait le contraire. Elle souriait radieusement, image parfaite d'une mariée amoureuse. Avec quelle facilité les gens peuvent-ils porter des masques, ai-je pensé avec amertume. J'ai résisté à la tentation d'entrer dans l'église. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le Bristol, où Victor était déjà posté, préparant tout pour notre grande finale. L'hôtel était magnifique, comme on pouvait s'y attendre d'un des plus luxueux de Paris. Elisabeth nous avait réservé une chambre pour nous servir de base d'opération, un détail qui démontrait à la fois sa générosité et ses ressources apparemment illimitées. Tout est prêt ? J'ai demandé à Victor, qui travaillait sur son ordinateur portable. Parfaitement, répondit-il. Le directeur a confirmé que votre nom avait été accidentellement retiré de la liste des personnes interdites.
Le personnel a pour ordre de vous laisser entrer sans poser de questions. Et pour le reste? Il a fait pivoter l'ordinateur portable pour me montrer plusieurs écrans de sécurité, montrant différents angles de la salle de bal où aurait lieu la réception. Nous avons des yeux partout. Thomas? Il est en route. Il arrivera séparément, comme convenu. Pendant que nous attendions, Elisabeth est arrivée, spectaculaire dans une robe rouge qui mettait en valeur sa silhouette encore impressionnante pour une femme de son âge. Il portait un petit dossier avec lui. Pour vous, dit-il en me tendant le document. C'est le cadeau de mariage que je vais offrir à ton fils. J'ai ouvert le dossier et j'ai trouvé des documents officiels détaillant les virements bancaires de Julien à Camille, dont le paiement de la robe de mariée, la réservation au Bristol, et même la bague de fiançailles que Laurent croyait avoir achetée avec ses économies. Comment as-tu fait ça? Ai-je demandé, étonné. Elisabeth sourit, une lueur dangereuse dans les yeux. Julien n'est pas le seul à avoir accès à nos comptes joints. Et son avocat n'est pas le seul à savoir comment obtenir des documents bancaires. 3 heures plus tard, les premiers invités commençaient à arriver à la réception. Victor surveillait tout sur son ordinateur portable, nous informant des personnes présentes. Lorsque nous avons enfin vu Laurent et Camille entrer dans le hall principal, bras dessus bras dessous, recevant les félicitations des invités, j'ai senti mon cœur se serrer. C'est le moment, dit Elisabeth en regardant une dernière fois son reflet dans le miroir. Rappelez-vous le plan. Pas de scène. Pas d'accusation publique, pour l'instant. Tout d'abord, nous positionnons tous les joueurs. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma robe et je l'ai suivi hors de la pièce. L'heure était à la confrontation finale et peut-être, si nous avions de la chance, à la rédemption. La salle de bal du Bristol scintillait d'élégance. Des lustres en cristal reflétaient une lumière dorée, des tables impeccablement dressées avec des compositions florales élaborées, des serveurs circulant avec des coupes de champagne sur des plateaux argentés. Un orchestre jouait doucement dans un coin, créant le cadre idéal pour ce qui était censé être le plus beau jour de la vie d'un couple. Si seulement c'était réel. J'entrai discrètement, suivant Elisabeth à bonne distance. Comme prévu, elle s'adressa d'abord à Julien, qui pâlit visiblement à sa vue. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais à la façon dont son visage se tordait dans un mélange de peur et de colère, je pensais que ce n'étaient pas des mots doux. Je suis resté dans l'ombre, à regarder. J'ai vu Laurent et Camille saluer les invités, elle rayonnante dans sa robe de réception, encore une création exclusive, tout aussi chère que celle de cérémonie. Mon fils souriait, mais il y avait quelque chose de mécanique dans ses gestes, comme s'il suivait un scénario. Madame Beaumont? Je me suis retourné, alarmé, craignant d'avoir été découvert prématurément. Mais c'était juste un serveur qui m'offrait du champagne. J'ai accepté le verre en serrant la main, reconnaissant d'avoir l'opportunité de ressembler à un invité ordinaire. Du coin de l'œil, j'ai vu Victor entrer discrètement par une porte latérale et se positionner près des commandes d'éclairage et de son. Notre plan était en marche. C'est alors que je l'ai vu, Thomas Durand, l'amant secret de Camille, entrer dans la pièce. Il portait un costume élégant, mais il y avait quelque chose de sauvage, d'indompté dans sa présence qui le rendait impossible à ignorer. Ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Camille, et pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose passer entre eux, un regard de reconnaissance, suivi d'un choc et d'une panique de sa part. Camille s'éloigna rapidement de Laurent en lui murmurant quelque chose à l'oreille et se dirigea vers les toilettes des femmes. Thomas, comme convenu, ne la suivit pas. Au lieu de cela, il s'est approché du bar, a commandé un verre et a attendu. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que tout le monde puisse l'entendre. Le moment arrivait. Lentement, j'ai commencé à m'approcher de Laurent, qui discutait maintenant avec des collègues. À quelques mètres de lui, j'ai hésité. Et si tout allait mal? Et si, au lieu de le sauver, je parvenais simplement à l'humilier publiquement? Je n'ai pas eu le temps de reconsidérer. Laurent se tourna et ses yeux rencontrèrent les miens. J'ai vu de la surprise, puis de la confusion et enfin de la colère. « Maman, dit-il,
sa voix étant un mélange d'incrédulité et d'irritation. Que fais-tu ici? Comment es-tu entré? Laurent, ai-je commencé, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Nous devons parler. Nous n'avons rien à dire, répondit-il froidement. Tu n'as pas été invité. Je dois te demander de partir avant que Camille ne te voie. C'est trop tard pour ça, mon fils. Camille m'a déjà vu, ainsi que quelqu'un d'autre qui n'était pas invité non plus. Il fronça les sourcils, confus. De quoi parles-tu? À ce moment, Camille revint dans la chambre, pâle et agité. Lorsqu'il m'a vu à côté de Laurent, ses yeux se sont agrandis de panique. Rapidement, il se força à sourire et se précipita vers nous. Laurent, chéri, dit-elle, sa voix anormalement douce. On dirait que nous avons eu un intrus. J'appelle la sécurité. Ce ne sera pas nécessaire, répondis-je calmement. Je ne suis pas venu pour causer des ennuis. Juste pour apporter un cadeau de mariage, spécial. Laurent avait l'air mal à l'aise, partagé entre la colère face à ma présence et la courtoisie envers les invités qui commençaient à observer la scène. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je ne suis pas le seul à avoir un cadeau pour toi aujourd'hui. Avant qu'aucun d'eux ne puisse répondre, les lumières de la salle de bal se sont légèrement atténuées et le grand écran qui avait été installé pour afficher les photos du couple lors de la réception s'est allumé. Mais à la place des images romantiques de Laurent et Camille, est apparue une photo récente de Camille dans les bras de Julien Mercier, dans une étreinte passionnée. Il y eut un murmure collectif de surprise. Laurent pâlit, regardant Camille de l'écran avec une expression choquée. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Avant que Camille puisse mentir, l'image a changé. Maintenant, cela la montrait avec Thomas sur la plage, dans un baiser passionné. Puis, autre photo, Camille quittant l'appartement secret de Julien. Puis des documents bancaires mettant en avant des virements conséquents de Julien vers elle, dont le paiement de la robe de mariée. La salle entière était tombée dans un silence choqué, brisé seulement par les halètements étonnés des invités et le son étouffé d'une femme qui pleurait quelque part. « Tout cela n'est qu'un mensonge », dit finalement Camille, la voix tremblante. « Montage. Ta mère a fabriqué tout ça parce qu'elle ne m'a jamais accepté. » Laurent avait l'air brisé, son monde s'effondrant sous ses yeux. Il s'est tourné vers moi avec un regard suppliant, comme s'il me suppliait de confirmer que tout cela n'était qu'un mensonge cruel. « Je ne l'ai pas fait, fils, dit-il doucement. Pas seul, du moins. » C'est alors qu'Elisabeth s'est approchée, accompagnée de Julien, qui semblait avoir vieilli de 10 ans ces dernières minutes. « Votre fils mérite la vérité, Camille, » a déclaré Elisabeth d'une voix élégamment contrôlée malgré la situation. « Tout comme mon mari le méritait. » Et à quoi ressemblerait cette vérité? demanda Laurent, la voix brisée. Une nouvelle voix répondit grave, masculine, derrière Camille. La vérité est qu'elle n'a jamais aimé aucun de vous. Thomas Durand s'était approché, imposant par sa taille et l'intensité de son regard. Elle n'a aimé qu'une seule personne dans toute sa vie, et même cet amour qu'elle a trahi à plusieurs reprises pour de l'argent et un statut. Le visage de Camille se tordit dans un mélange de colère et de désespoir. « Thomas, non » murmura-t-elle. Mais il a continué, sans se laisser décourager. « Nous nous connaissons depuis notre adolescence à Lyon, pas à Cannes, où elle prétend que sa famille vit dans une famille riche. Nous avons grandi dans le même quartier pauvre. Alors que j'essayais de construire une carrière de photographe, elle a décidé qu'il y avait un chemin plus rapide vers le sommet. La pièce entière était fascinée par la scène qui se déroulait, comme un accident de train au ralenti dont personne ne pouvait détourner le regard. Elle n'a jamais étudié à Londres, a poursuivi Thomas. Votre diplôme vient d'une fac lyonnaise. Votre première cible était un banquier. Ensuite, un homme d'affaires que vous avez épousé et divorcé en moins d'1 an, emportant une petite fortune. Puis est arrivé Julien, et maintenant vous. Laurent regardait Camille, ses yeux la suppliant de tout nier. Et la vérité?
demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Du coin de l'œil, j'ai vu Victor monter discrètement le volume des micros. La réponse de Camille serait entendue de tous. Elle hésita, regardant autour d'elle comme un animal acculé. Puis, ses yeux se durcirent et le masque tomba complètement. « Que veux-tu que je te dise, Laurent ? Que tout cela n'est qu'un mensonge ? Que je t'aime à la folie ? Que je rêve d'avoir des enfants avec toi et de vieillir à tes côtés ?» Elle rit, d'un rire amer et froid. « Tu es vraiment aussi naïf que tu en as l'air. » Chaque mot était comme un coup de couteau dans le cœur de mon fils. J'ai vu la douleur dans ses yeux, l'incrédulité cédant la place à la compréhension. « Pourquoi ? » demanda-t-il simplement. « Pourquoi ?» répéta-t-elle, son ton étant désormais ouvertement dédaigneux. « Parce que tu as ce dont j'ai besoin. De la stabilité. Un nom respectable. Des propriétés. Et tu es assez malléable pour accepter n'importe quel mensonge que je raconte. » Julien fit un pas en avant, semblant enfin sortir de transe. « Et moi ? C'était aussi juste pour l'argent ?» Camille se tourna vers lui avec une expression presque compatissante. « Au début, oui. Mais ensuite... » Elle regarda Thomas. La galerie a commencé à couler. « Vous avez commencé à couler. » J'avais besoin d'un plan B. Le silence qui suivit fut oppressant. Laurent regardait le sol, les mains tremblantes. Julien avait l'air dévasté. Et Thomas, il regardait Camille avec un mélange de douleur et de fascination, comme si même après tout il y avait encore quelque chose en elle qui l'attirait. C'est Elisabeth qui a rompu le silence. « Je crois que cette farce de mariage a pris fin », a-t-elle déclaré d'une voix calme mais ferme. « Je suggère aux invités de partir. La fête est définitivement terminée. » Peu à peu, les gens s'éloignaient, murmurant entre eux, jetant des regards de pitié sur Laurent et Julien, et de mépris sur Camille. En quelques minutes, nous n'étions plus que 6 dans l'immense salle, Laurent, Camille, Julien, Elisabeth, Thomas et moi. Camille fut la première à bouger et se dirigea rapidement vers la sortie. Thomas le suivit, après nous avoir lancé à tous un regard d'excuse. Julien, sans dire un mot, s'est approché d'Elisabeth. À ma grande surprise, elle lui a permis de lui tenir la main non pas en signe de pardon, peut-être, mais en reconnaissance d'une douleur partagée. Et puis, finalement, je me suis retrouvée seule avec mon fils. Laurent restait immobile, comme une statue, regardant le vide où se trouvait autrefois son épouse, son avenir, ses rêves. Laurent, chamait suavement, c'est Mozart au Caello. Je suis désolé, mon fils. Il a lentement levé les yeux vers moi, et ce que j'ai vu en eux m'a brisé le cœur. Pas de colère, pas d'accusation, mais une tristesse profonde et viscérale. Vous saviez, dit-il, non pas comme une question, mais comme une observation. Tu as essayé de me prévenir, et je t'ai repoussé. Ça n'a plus d'importance maintenant, répondis-je en faisant un pas hésitant vers lui. Ce qui compte c'est que tu sois libre d'elle. Que tu aies découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Laurent secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Trop tard ? Maman, je suis brisée. Devant tous mes amis, collègues, connaissances. Ma vie entière ces 2 dernières années a été un mensonge. Comment puis-je avancer en sachant ça ? Le même chemin que j'ai suivi lorsque j'ai perdu ton père, répondis-je, osant enfin prendre ses mains dans les miennes. Un jour à la fois. Avec douleur, avec colère, mais aussi avec la certitude qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend dans le futur. Son corps tout entier commença à trembler, puis, comme un barrage qui finit par céder, il fondit en larmes non pas les sanglots réprimés d'un adulte essayant de garder son calme, mais les cris désespérés d'un enfant qui a perdu quelque chose de précieux et d'irremplaçable. Je l'ai serré dans mes bras, lui permettant de déverser toute sa douleur dans mes bras, comme il l'avait fait tant de fois quand il était enfant. Combien de temps nous sommes restés ainsi, je ne peux pas le dire. Cela aurait pu durer des minutes ou des heures. Finalement, ses larmes cessèrent et il s'écarta légèrement, s'essuyant le visage avec la manche de sa veste coûteuse. « Rentrons à la maison »,
maman, dit-il simplement. Veux-tu venir dans mon appartement? Ai-je demandé, surpris. Il hocha la tête. Dans la seule vraie maison que j'ai jamais eue. L'appartement de Montmartre me semblait plus petit que jamais avec Laurent là, assis à la table de la cuisine pendant que je préparais le thé. Je l'ai observé subrepticement mon fils, si beau même dans sa douleur, ses épaules voûtées sous le poids de l'humiliation et de la trahison. Pourquoi n'ai-je pas vu les panneaux? Demanda-t-il soudain. Comment puis-je être si aveugle? J'ai placé la tasse de thé devant lui avant de répondre. Le véritable amour est basé sur la confiance, Laurent. Tu lui as fait confiance parce que tu l'aimais. Il n'y a aucune honte à cela. Mais tu as tout de suite compris. La première nuit. J'ai souri tristement. J'ai plus d'expérience avec les gens. Et en plus, je n'étais pas amoureux d'elle. Il but une gorgée de thé, le même mélange qu'il préparait lui-même depuis son enfance. Pardonne-moi, maman. Pour tout ce que j'ai dit, pour t'avoir accusé, pour t'avoir repoussé alors que tu voulais juste me protéger. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Il n'y a rien à pardonner, mon petit. Je suis ta mère. Je t'aimerai inconditionnellement jusqu'à mon dernier souffle. Cette nuit-là, Laurent a dormi dans son ancienne chambre, que j'ai gardée exactement telle qu'il l'avait laissée des années auparavant. Avant de m'endormir, il m'a demandé de m'asseoir à côté de lui, comme il le faisait quand il était petit et qu'il faisait des cauchemars. Raconte-moi une histoire, maman, dit-il avec un petit sourire qui me rappelait le garçon qu'il était autrefois. Un avec une fin heureuse. C'est ce que j'ai fait, en inventant l'histoire d'un prince ensorcelé par une méchante sorcière mais sauvé par l'amour de sa mère. Au moment où j'ai fini, il dormait profondément, son visage enfin apaisé. Dans les semaines qui suivent, Laurent commence lentement à reconstruire sa vie. Au départ, il est resté dans mon appartement, évitant sa propre maison, désormais entachée par les souvenirs de Camille. Il se plonge dans le travail, se lance dans des projets internationaux qui le tiennent occupé, et surtout, loin de Paris et des regards de pitié et de curiosité. Quant à Camille, nous avons appris par Françoise qu'elle avait quitté la galerie, qui a fermé définitivement peu de temps après, et Paris. La rumeur disait qu'elle s'était rendue dans le sud de la France avec Thomas apparemment, son amour pour lui était la seule vérité dans sa vie de mensonge. Julien et Elisabeth, étonnamment, entament un processus de réconciliation. Non pas par amour renouvelé, a expliqué Elisabeth lors d'un de nos déjeuners, mais par respect mutuel et pour le bien de leurs enfants. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un sourire énigmatique, je garde Victor près de moi pour m'assurer que Julien se comporte bien. Quant à moi, j'ai retrouvé la joie d'avoir à nouveau mon fils dans ma vie. Nos déjeuners dominicaux ont repris, plus significatifs que jamais. Laurent est redevenu le jeune homme gentil et attentionné que j'ai toujours connu, mais maintenant avec une nouvelle maturité, une compréhension plus profonde de la complexité humaine. 6 mois après le désastre du mariage, lors d'un de ces déjeuners, Laurent m'a fait la surprise d'une proposition. « Maman, que penses-tu de voyager ensemble ? J'ai un projet à Bordeaux qui va durer quelques mois, et je me suis dit que ce serait bien d'avoir de la compagnie. » J'ai hésité, craignant de l'étouffer. « Tu es sûr, mon fils ? Je ne veux pas être un fardeau. » Il sourit un sourire sincère, le premier que je voyais atteindre ses yeux depuis l'incident. « Tu n'as jamais été un fardeau, maman. Tu as été ma fondation. » Et d'ailleurs, ajouta-t-il avec une lueur malicieuse dans les yeux, la petite propriété que j'ai héritée de papa a besoin d'être rénovée. Qui de mieux pour m'aider à la décoration que la femme qui a le meilleur goût que je connaisse ? J'ai accepté, bien sûr. Nous avons passé 3 merveilleux mois à Bordeaux, renouant non seulement la petite maison que René avait quittée, mais aussi notre relation. Laurent a progressivement retrouvé sa joie de vivre, sa confiance. Il a rencontré de nouvelles personnes, s'est fait de vrais amis. Et finalement il rencontre Marie, une architecte locale, sensible et sincère, aussi différente de Camille que le jour l'est de la nuit. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je regarde Laurent et Marie dans leur petit jardin bordelais, où nous avons décidé de nous installer définitivement.
Ils sont mariés depuis 6 mois, une cérémonie simple, réservée à la famille et aux amis proches. Marie est enceinte de 3 mois et Laurent est on ne peut plus radieux. Quant à moi, j'ai découvert que la vie peut réserver de belles surprises même à 60 ans. Jean-Pierre, le gentil portier de l'ancien immeuble de Laurent à Paris, est resté en contact après sa retraite. Notre amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond et il vit désormais dans la maison voisine de la nôtre à Bordeaux. Ce n'est pas une romance passionnée comme celle de Laurent et Marie, mais elle est confortable, sincère et remplit mon cœur d'un bonheur tranquille que je n'aurais jamais cru ressentir à nouveau. Parfois, quand nous sommes tous réunis pour le dîner du dimanche, Laurent, Marie, Jean-Pierre et moi, je regarde les visages souriants autour de moi et je me dis, comment la vie peut-elle changer si radicalement en seulement 2 ans? D'un cœur brisé à une famille élargie, de la trahison au véritable amour, de Paris à Bordeaux. Et puis je me souviens de cette nuit traumatisante au Bristol où j'ai confronté la fiancée chercheuse d'or de mon fils avec son vrai petit ami. C'était douloureux, sans aucun doute. Dévastateur pour Laurent en ce moment. Mais comme le dit le vieux dicton français, après la pluie, le beau temps, après la pluie vient le beau temps. Et notre bon moment est enfin arrivé. Alors, cher auditeur, qu'avez-vous pensé de cette histoire d'amour, de trahison et de rédemption? En tant que mère qui a tout risqué pour protéger son enfant, je sais bien que beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des moments où nous devons choisir entre la douloureuse vérité et un silence confortable. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que cette histoire a suscité en vous. Si ce récit vous a touché, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Chaque nouvel abonnement m'encourage à continuer à apporter des histoires qui reflètent nos vies, nos défis et nos victoires. D'un simple clic sur le bouton d'abonnement, vous pouvez garantir que vous ne manquerez jamais les prochaines histoires que j'ai préparées spécialement pour les personnes comme vous qui apprécient les récits profonds et émotionnels.